Rwanda. La blessure jamais refermée entre conquête du pouvoir et impossibilité de cohabitation. Le Rwanda, un petit pays enclavé au cœur de l'Afrique des Grands Lacs. Sur les cartes, il paraît minuscule et pourtant, son histoire a eu un impact considérable sur toute une région. À première vue, c'est un décor de cartes postales, des collines à perte de vue, une végétation luxuriante, des lacs paisibles, un peuple reconnu pour sa dignité et sa capacité de résilience. On l'appelle volontiers le pays des 1000 collines, un pays qui, dans l'imaginaire populaire, ruisselle de lait et de miel. Ces dernières décennies, les médias et les visiteurs étrangers louent la propreté, l'efficacité de l'administration et la modernisation des infrastructures. Pour beaucoup, le Rwanda est devenu un symbole d'ordre et de discipline en Afrique. Mais derrière cette vitrine séduisante se cache une autre réalité, celle d'une fracture politique profonde, enracinée dans l'histoire et qui n'a jamais complètement cicatrisé. Car au Rwanda, la conquête du pouvoir a souvent signifié l'élimination pure et simple de l'adversaire. La cohabitation pacifique a été rare, toujours fragile, et perdre le pouvoir a souvent voulu dire perdre la liberté, voire la vie. Ce récit n'est pas seulement celui des dirigeants qui se succèdent. Il raconte aussi l'installation d'une culture politique façonnée par la méfiance, la centralisation extrême de l'autorité et une peur constante de l'alternance. Et cette logique n'a pas seulement concerné ceux qui étaient au sommet. Même dans l'opposition, qu'elle soit à l'intérieur ou en exil, les mêmes travers se répètent, rivalités internes, luttes d'influence, divisions irréconciliables. Pour comprendre le Rwanda, il faut remonter loin dans le passé. Feuilleter ces pages d'histoire où, à chaque tournant, le pays a manqué l'occasion de bâtir un véritable pacte politique. Les racines historiques du cycle de confrontation, la monarchie et son système social. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, le Rwanda était un royaume unifié, gouverné par la dynastie Tutsi des Nyiginya. Le roi, ou Mwami, incarnait l'autorité suprême, assisté d'une aristocratie de chefs et de sous-chefs chargés d'administrer le pays. La société reposait sur un système de dépendance appelé Ubuhake. Les Tutsis, généralement propriétaires de bovins, accordaient protection et bétail aux Hutus, qui en échange offraient travail et services. Ce système, bien que hiérarchisé, n'était pas rigide. Un Hutu qui acquérait du bétail pouvait être assimilé au Tutsi, et un Tutsi appauvri pouvait être considéré comme Hutu. Hutu et Tutsi étaient donc moins des ethnies, au sens moderne, que des catégories socio-économiques mouvantes. Le tournant colonial, de la souplesse à la rigidité, l'arrivée des Européens bouleverse cet équilibre. Les Allemands d'abord, puis surtout les Belges, importent une vision racialiste de la société. S'inspirant de la pseudo-théorie hamitique, ils considèrent les Tutsis comme une race plus proche des Caucasiens, supposés naturellement aptes à gouverner. Les Hutus, eux, sont relégués au travail manuel, perçus comme moins évolués. Cette idéologie fige les identités. En 1931, les Belges imposent des cartes d'identité mentionnant l'ethnie Hutu, Tutsi ou Twa. Dès lors, le passage d'un statut à l'autre devient impossible. Les Tutsis bénéficient d'un accès privilégié à l'éducation, aux postes administratifs et aux responsabilités politiques, tandis que les Hutus restent cantonnés aux emplois subalternes. L'émergence d'une élite Hutu et la montée des tensions. À partir des années 1940, l'Église catholique joue un rôle majeur dans la formation d'une élite Hutu. Par les écoles et les séminaires, certains jeunes Hutus reçoivent une éducation qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Ils commencent à contester la domination Tutsi. En 1957, 9 intellectuels Hutus, menés par Grégoire Kayibanda, rédigent le Manifeste des Bahutus. Ce texte dénonce le monopole Tutsi sur le pouvoir et appelle à une réorganisation sociale. Mais plutôt que d'ouvrir la voie à une réforme négociée, ce manifeste creuse le fossé.
Les Tutsis y voient une attaque directe. Les Hutus y trouvent un appel à la mobilisation. La confrontation devient inévitable. La révolution sociale de 1959. Le 1er novembre 1959, une altercation impliquant Dominique Mbonyumutwa, l'un des rares sous-chefs Hutus, sert d'étincelle. Il est agressé par de jeunes militants royalistes Tutsis à Bukomero, dans Gitarama ou Muhanga. Il est frappé, humilié, mais parvient à s'échapper. La rumeur de sa mort, pourtant fausse, déclenche une vague de violence. Dans les heures qui suivent, des émeutes éclatent. Des maisons Tutsis sont incendiées, des familles fuient, des représailles éclatent. C'est le début de ce que l'on appellera la révolution sociale ou Kamparampaka, ou encore dans le vocabulaire populaire, le Muyaga, le vent de destruction. L'intervention belge et la chute de la monarchie. Face au chaos, la Belgique envoie le colonel Guy Logiest comme résident spécial. Plutôt que de soutenir la monarchie, il choisit de s'appuyer sur l'élite Hutu émergente. Des chefs Tutsis sont remplacés par des Hutus, le roi Kigeli V est affaibli et le pouvoir monarchique se vide peu à peu de sa substance. En janvier 1961, à Gitarama, les bourgmestres et conseillers communaux, presque tous membres du Parmé Hutu, proclament la République. La monarchie est abolie, une nouvelle bannière est adoptée et un gouvernement provisoire est mis en place avec Dominique Mbonyumutwa comme président. Le référendum et l'exode. Le 25 septembre 1961, un référendum populaire valide cette décision. La monarchie est officiellement abolie. Le Parmé Hutu, dirigé par Grégoire Kayibanda, s'impose. Mais cette transition n'est pas pacifique. Environ 300 000 Tutsis prennent le chemin de l'exil, principalement vers l'Ouganda, le Burundi, le Zaïre, actuel RDC, et la Tanzanie. Le problème des réfugiés est né. Pour beaucoup, c'est un départ définitif. Et pour le Rwanda, c'est le début d'un problème qui hantera le pays pendant des décennies, la question des réfugiés. L'exil Tutsi, la militarisation et le retour armé. Les premières tentatives de retour, 1960-1970. Au moment où la République Hutu de Grégoire Kayibanda s'installe solidement au pouvoir, des groupes d'exilés Tutsis, postés aux frontières du Rwanda, refusent ce nouvel ordre. Ils s'organisent et préparent leur riposte, convaincus que leur place au sein du pays leur a été injustement retirée. En 1963, une résistance armée prend forme, principalement depuis le Burundi. Ces combattants Tutsis se surnomment eux-mêmes Inyenzi, un acronyme en Kinyarwanda signifiant Ingangurarugo Zi Yemeje Kuba Ingenzei, vaillants déterminés à être importants. À leurs yeux, ce terme symbolisait la bravoure, la détermination, la capacité à s'infiltrer dans les lignes ennemies et à survivre malgré l'adversité. En Kinyarwanda, toutefois, le mot Inyenzi signifie aussi littéralement « cafard ». Ce double sens va devenir un outil de propagande. Kayibanda choisit délibérément d'exploiter le sens péjoratif du mot, l'utilisant pour désigner l'ensemble des Tutsis comme des cafards à éliminer. Ces unités mènent des attaques nocturnes contre le régime de Kayibanda. La réaction est brutale. Massacre de civils Tutsis à l'intérieur du pays, expulsion massive et un nouvel exode vers les pays voisins. Petit à petit, le mot Inyenzi perd sa signification militante initiale et s'ancre dans le langage comme une insulte raciale. En 1994, il deviendra l'un des instruments principaux de la propagande génocidaire, utilisé pour déshumaniser les Tutsis et justifier leur extermination. Le coup d'État de 1973 et la paix relative de Habyarimana. En juillet 1973, un groupe de 15 officiers renverse Grégoire Kayibanda. À leur tête, le général Juvénal Habyarimana. Son discours inaugural promet de mettre fin aux divisions ethniques, de reconstruire l'économie et de ramener la stabilité.
Pendant son mandat, l'idée d'un retour volontaire des réfugiés Tutsis est évoquée. Mais ces derniers posent des conditions, notamment des garanties de sécurité et de droit, que le régime juge difficiles à accepter. Habyarimana, de son côté, traîne les pieds et va jusqu'à demander officiellement au pays d'accueil de maintenir ces réfugiés. Il justifie cette position par une métaphore. Le Rwanda est petit comme un verre déjà plein d'eau. Le président ougandais Yoweri Museveni le rassure. Aucun réfugié ne lancera d'attaque contre le Rwanda depuis l'Ouganda. Mais cette promesse a pour effet de le rassurer à tort, car elle donne aux exilés le temps et l'espace pour s'organiser militairement. Finalement, même lorsque le Rwanda s'engage à accueillir ses enfants exilés, une partie des Tutsis en exil refuse. Leur objectif est clair, revenir non pas pour cohabiter, mais pour prendre le pouvoir. Sous Habyarimana, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, MRND, devient parti unique. Le discours officiel prône l'unité nationale. Mais dans la pratique, la discrimination persiste. Les Tutsis sont soumis à des quotas stricts dans l'éducation et la fonction publique, ce qui les marginalise encore plus dans la vie politique et économique du pays. L'Ouganda comme base arrière, année 1980. Pendant ce temps, en Ouganda, un autre chapitre de l'histoire se prépare. Depuis les années 1960, des dizaines de milliers de Tutsis vivent en exil dans ce pays. Beaucoup y survivent, dans des camps, mais certains choisissent de rejoindre la lutte armée menée par Yoweri Museveni contre le régime d'Obote. Parmi eux, deux figures qui marqueront l'histoire du Rwanda, Fred Gisa Rwigema et Paul Kagame. Lorsque Museveni prend le pouvoir en 1986, ses officiers rwandais se retrouvent à des postes stratégiques dans l'armée ougandaise. Ils y acquièrent une expérience militaire de haut niveau, des réseaux d'alliances, renseignements et un accès à l'armement. Du RANU au FPR. En 1979, des réfugiés Tutsis réactivent l'Union nationale rwandaise, UNAR, sous la forme d'une association d'entraide. En 1981, elle devient le Rwandese Alliance for National Unity, RANU. Puis, en 1987, elle prend un nouveau nom qui fera l'histoire, Front patriotique rwandais, FPR. Fred Rwigema en devient le président, tandis que Paul Kagame prend la tête du renseignement militaire, un domaine dans lequel il s'était déjà impliqué très jeune. Il se rendait au Rwanda pour y recueillir des informations stratégiques. Leur objectif affiché, revenir au Rwanda par la force et atteindre Kigali en 3 jours. L'attaque du 1er octobre 1990. À la fin des années 1980, les négociations avec Habyarimana pour un retour pacifique des réfugiés n'aboutissent pas. Sous pression interne, Museveni menace à ses officiers rwandais de quitter l'armée ougandaise. Pour eux, il ne reste qu'une option, passer à l'action. Le 1er octobre 1990, le FPR franchit la frontière depuis l'Ouganda et avance rapidement vers Kigali. Mais la mort de Fred Rwigema, tué dès le premier jour, freine l'offensive. Paul Kagame, alors en formation militaire aux États-Unis, rentre précipitamment et le succède. Aux yeux du régime rwandais de l'époque, le conflit qui débute en 1990 n'est pas perçu comme une guerre civile, mais comme une agression étrangère. Pour justifier sa position et consolider le pouvoir, le régime intensifie sa propagande en ravivant les peurs anciennes. Les Tutsis de l'intérieur sont progressivement présentés comme des ennemis infiltrés, accusés de collaborer secrètement avec le FPR. C'était vrai d'une part. Certains d'entre eux, comme M. Assinapol Rwigara, soutenaient financièrement la rébellion, tandis que d'autres rejoignent directement l'APR, Armée patriotique rwandaise, la branche armée du FPR. Dans ce contexte de tensions croissantes, les milices proches du pouvoir prennent de l'ampleur, en particulier les Interahamwe. Ce terme Kinyarwanda signifie « ceux qui s'unissent » ou « ceux qui travaillent ensemble ».
À l'origine, il s'agissait de la jeunesse du MRND, le parti présidentiel. Contrairement à l'image souvent véhiculée d'une milice purement Hutu, les Interahamwe comptaient également des Tutsis dans leur rang. Leur chef, Robert Kadjuga, était lui-même d'origine Tutsi, illustrant ainsi la complexité des affiliations politiques et identitaires de cette période. Les années 1990, entre espoir et effondrement. Sous pression internationale, surtout de la France, Habyarimana accepte en 1991 le multipartisme. De nouveaux partis politiques émergent, mais le climat reste explosif. Les milices se multiplient, souvent liées à ces partis, et les assassinats politiques deviennent fréquents. En août 1993, après de longues négociations, le gouvernement et le FPR signent les accords de paix d'Arusha. Ils prévoient un partage du pouvoir, l'intégration des combattants du FPR dans l'armée et le retour des réfugiés. Mais les extrémistes du camp présidentiel, dont Feu Théoneste Bagosora, rejettent ces accords et se préparent à la confrontation. Le 6 avril 1994, le point de non-retour. Le 6 avril, en soirée, l'avion transportant Juvenal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira est abattu alors qu'il rentre de Tanzanie. En quelques heures, des barrages sont érigés et les massacres commencent. C'est le début du génocide des Tutsis, planifié de longue date. Mais par qui? Dans notre prochain récit, nous plongerons au cœur de la première partie pour comprendre les racines profondes de cette instabilité politique et sociale et explorer comment elles se sont enracinées bien avant les drames contemporains, là où tout a commencé. L'histoire politique du Rwanda est marquée par un cycle de prise du pouvoir par la force, maintien par l'exclusion ou l'élimination des opposants, puis perte du pouvoir dans la violence. Chaque changement de régime a promis la réconciliation et la fin des divisions, mais la méfiance et la peur d'une alternance sont restées profondément ancrées. Aujourd'hui, le pays affiche une image de stabilité et de réussite économique, avec des infrastructures modernes et une administration efficace. Mais derrière cette vitrine, les blessures historiques et le manque de confiance politique persistent. Paradoxalement, le FPR, qui s'était présenté comme la solution définitive au problème des réfugiés Tutsis, voit aujourd'hui une part importante de ses propres membres, y compris des cadres, vivre en exil, preuve que les logiques d'exclusion n'ont pas été rompues. Briser ce cercle vicieux exigerait plus qu'un développement matériel. Il faudrait un pacte politique nouveau, garantissant la sécurité et les droits de tous, et acceptant la diversité politique comme une force plutôt qu'une menace. Ce serait peut-être la condition indispensable pour qu'un Rwanda véritablement réconcilié avec son histoire voie enfin le jour.